l'Afrique n'était pas civilisée quand les Européens sont arrivés, etc., etc. J'en ai marre d'entendre ce genre de clichés-là. Donc aujourd'hui, la team, on va déconstruire les clichés sur l'Afrique précoloniale. Yo, 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 salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma série, comme tu la connais maintenant, qui s'appelle Il fut. Et comme tu l'as vu dans le titre ainsi que dans la miniature, Il fut les clichés sur l'Afrique précoloniale. Premièrement, introduction, les explorations européennes et l'attrait pour l'or africain. Avant de commencer cette introduction et vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, je vous invite à aller voir ma vidéo parce qu'en réalité, c'est plus une partie 2, on va dire, un peu plus poussée de ma vidéo qui parlait de l'homme le plus riche de tous les temps, qui s'appelait Mansa Musa selon les historiens, mais qui a fait la chute, entre guillemets, j'ai envie de le dire, parce qu'il y a eu pas mal de commentaires dessus où les gens essayaient, on va dire, de me mettre un petit peu dans la sauce, mais quand je disais ça, c'est vraiment pour le titre et faire comprendre que c'est un enchaînement de plusieurs événements qui a fait la chute de l'Afrique. Allez voir cette vidéo qui se trouve soit juste en haut à gauche ou en haut à droite, je sais pas trop, mais dessus, vous allez comprendre, donc c'est comme une grosse introduction à ce que nous allons voir aujourd'hui. On y va la team. Dès le 15e siècle, donc en plein dans le Moyen-Âge européen, les puissances européennes, notamment l'Espagne et le Portugal, s'intéressaient à de nouvelles routes commerciales et à l'expansion du christianisme. Les explorateurs tels que Bartholomew Dias ainsi que Vasco de Gama cherchaient à contourner l'Afrique pour rejoindre et atteindre les richesses de l'Asie. Entre guillemets, c'est ce qu'on nous dit dans les livres d'histoire. On nous fait croire qu'il n'y a que cette raison-là qui faisait passer les Espagnols et les Portugais vers l'Afrique. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Outre la recherche de nouvelles routes commerciales vers l'Asie, l'or africain était un facteur principal et central dans les explorations entreprises par les royaumes ibériques, donc Espagne et Portugal. Le mythe des richesses abondantes en Afrique de l'Ouest, alimenté par les récits des voyageurs et marchands arabes, était ancré dans l'imaginaire européen. C'est pourquoi je vous disais d'aller voir la première vidéo, Il fut l'homme le plus riche de tous les temps, Mansa Musa. Pour faire un petit résumé, l'un des éléments clés ayant renforcé ce mythe était la fameuse légende de Mansa Musa. Même si nous n'avons pas beaucoup de textes parlant de son pèlerinage à la Mecque, nous avons quand même des écrits des Arabes d'Égypte. Pour rappel, Mansa Musa, empereur du Mali, donc c'est un Mansa du Mali du 14e siècle, et qui a laissé donc une impression extrêmement durable dans l'inconscient collectif européen dû à sa colossale richesse en or, etc. Comme je le disais, je ne vais pas refaire la première vidéo, mais ça a fait pas mal de bruit le fait qu'il ait fait donc un pèlerinage à la Mecque avec énormément de tonnes d'or et qui distribuait son or à gauche à droite. Et donc l'or devient l'un des principaux objectifs des explorateurs portugais et espagnols qui cherchaient à accéder directement à ces richesses sans passer par l'intermédiaire des Arabes du Sahara. Je cite, « L'Empire du Mali était l'une des plus grandes sources d'or du monde et le pèlerinage de Mansa Musa a renforcé l'idée qu'il existait en Afrique une abondance d'or que les Européens cherchaient à exploiter. » Et c'est de Toby Green dans son livre A Fistful of Shells, West Africa from the Rise of the Slave Trade to the Age of Revolution. Pour appuyer encore ce point sur la perception de Mansa Musa par les Européens, nous allons faire un bref récapitulatif. Comment est arrivé l'écho de la richesse de Mansa Musa en Europe? Cet écho s'est fait à travers des érudits, donc des récits d'érudits arabes comme Ibn Khaldoun ou comme Ibn Battuta, et qui eux donc parlaient du pèlerinage de Mansa Musa et de sa richesse colossale. Et en Espagne et au Portugal, qui étaient des zones qui n'étaient pas riches du tout à cette époque-là, ces récits et ces histoires nourrissaient le désir de trouver, comme je le disais tout à l'heure, une voie vers l'Afrique de l'Ouest pour s'emparer de ces richesses-là. Petit exemple, en 1441, l'explorateur portugais Nuno Tristão atteint les côtes de l'actuelle Mauritanie dans l'espoir de trouver de l'or, et ce désir fut renforcé lorsque les Portugais découvrirent les mines d'or du Sénégal. Quand je parle du Sénégal, je parle bien du fleuve Sénégal. À cette époque-là, l'or de l'Afrique de l'Ouest représentait une part importante, même je dirais très importante de l'approvisionnement de l'Europe. En or, bien évidemment. Je cite, « Le royaume du Mali, avec ses mines d'or, était la source de nombreuses légendes qui poussaient les explorateurs européens à tenter d'en percer les mystères et de s'approprier ses richesses. » C'est un livre de François-Xavier Fauvel, Le rhinocéros d'or. 3. Les expéditions portugaises et espagnoles à la recherche de l'or africain. Encore une fois, je ne vais pas faire toute l'histoire que je vous ai racontée dans l'épisode juste avant, mais juste un bref résumé pour que vous compreniez. Donc nous sommes à l'époque où les Portugais étaient à la recherche de cet or-là par rapport au récit, comme je vous ai dit, des érudits arabes. Ils font leur première expédition en longeant la côte de l'Afrique sous le commandement du fameux Henri le Navigateur. Et l'objectif
était d'établir des comptoirs commerciaux pour accéder directement à l'or. Donc au début, ce n'était pas une razzia, ce n'était pas donc des vols, c'était l'objectif de venir faire du commerce. Et comme je le disais, en évitant donc la route des marchands arabes transsahariens. L'or très convoité motivait des explorateurs tels que Diogo Cao ou comme je le disais tout à l'heure, Bartolomeu Dias, qui cherchaient à contourner l'Afrique pour arriver vers l'Asie qui était réputée donc pour sa soie, ses épices et faire du commerce avec sans passer, comme je disais, par soit le Proche-Orient, soit l'Afrique du Nord. Pour appuyer ce propos, je cite, « Les découvertes portugaises le long de la côte ouest africaine visaient en grande partie à s'emparer des richesses du royaume du Mali et des autres empires africains. » Et c'est un livre de John Thornton, Africa and Africans in the Making of the Atlantic World. Maintenant que nous avons passé cet épisode de Mansa Moussa et qui montre bien que au-delà de pouvoir aller vers l'Asie et donc contourner le Proche-Orient pour aller vers l'Asie, si les explorateurs portugais et espagnols faisaient donc la côte de l'Afrique, ce n'était pas uniquement pour ça, mais c'était également pour la richesse en or. Parce que nous savons que plus de la moitié de l'or du Portugal pendant le XVIe siècle venait principalement de la zone du Ghana et du Mali. Revenons aux regards eurocentriques qui ont permis tout simplement pendant des siècles et jusqu'à maintenant nourrir ces clichés sur l'Afrique précoloniale. Les explorateurs, comme je le disais tout à l'heure, tels que Vasco de Gama, etc., influencés par des récits médiévaux, avaient souvent des préjugés sur le continent africain. Ils s'attendaient à y trouver des terres sauvages, en proie à l'anarchie et dominées par des tribus soi-disant primitives. C'était ça, il faut qu'on se le dise, c'était comme ça qu'était perçue l'Afrique. Je cite, « Les Européens ont souvent confondu la complexité des civilisations africaines avec ce qu'ils percevaient comme une absence d'organisation politique ou religieuse similaire à celle qu'ils connaissaient. » Encore une fois, de John Thornton, Africa and Africans in the Making of the Atlantic World. L'Afrique vue à travers des stéréotypes, la non-civilisation. L'idée d'un continent sans histoire, comme le disait notre ancien président Nicolas Sarkozy par exemple. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Donc sans histoire ni civilisation, est né, comme je disais, des récits. L'idée fausse qu'une absence d'écriture équivalait à une absence de civilisation est l'un des premiers clichés véhiculés. Je ne vais pas rentrer en détail sur les écritures précoloniales parce qu'en réalité, il y en avait. Si on parle ne serait-ce que des hiéroglyphes, parce que oui, les gens ont encore du mal à se souvenir, mais l'Égypte fait partie de l'Afrique, hein, je préfère le dire comme l'écriture méroïtique du Soudan, aussi, donc l'empire de Kouch, etc. L'écriture de Gèze, d'Éthiopie, hein, d'Érythrée, le Nsibidi du Cameroun. En fait, il y en a tellement, mais sauf que les gens oublient et c'est tellement resté dans l'inconscient collectif qu'il n'y avait pas d'écriture, donc pas d'histoire. C'est comme ça le lien. Et pour vous en citer encore une petite dernière qui vient encore du Cameroun, le Bamoun. Bref, revenons à notre sujet principal. Il y a un exemple très flagrant d'Hernán Cortés, qui était un ancien gouverneur d'Espagne. En parlant des royaumes qu'il a découverts en Afrique, les a comparés à des terres vierges non exploitées. D'autres explorateurs comme Mungo Park ont dépeint les sociétés africaines primitives, alors qu'ils exploraient des royaumes très bien et sophistiquement structurés comme le Mali. Je cite, « L'Afrique, en particulier au sud du Sahara, était souvent considérée comme étant peuplée de tribus sauvages vivant dans un état de barbarie, sans grande ville ni royaume organisé. » Et c'est une citation de Christopher Heuret, The Civilizations of Africa. Le mythe du bon sauvage, c'était un stéréotype très courant. Et il y en a encore plein qui le pensent. Et qui a été popularisé comme des soi-disant penseurs comme Rousseau. Ce cliché présentait les Africains comme proches de la nature, mais incapables de progrès technologiques et sociaux. Alors que nous savons que la plupart des progrès viennent de base, je parle bien les progrès civilisationnels, viennent d'Afrique. Je donne juste un petit exemple pour toutes les personnes qui vont venir critiquer en commentaire. Il y a ce qui s'appelle l'os d'Ishango, même si effectivement plus tard ça n'a pas donné de suite, ou en tout cas on n'a pas donc de continuité derrière, mais ça reste donc une preuve archéologique. L'os d'Ishango date de moins 20 000 au Congo. Et c'est un os de babouin où dessus il y a plusieurs gravures et les scientifiques et les historiens se sont rendus compte que c'était une suite arithmétique avec des calculs complexes. On parle de moins 20 000. En moins 20 000, en Europe, il n'y avait pas du tout de civilisation, aucune pensée, on va dire, scientifique qui était là. D'accord? Je préfère le dire comme même. Revenons au mythe du bon sauvage. Cette vision romantique, bien que moins violente, renforçait l'idée d'une Afrique figée dans le temps. Je cite, « Ces nations peuvent être sauvages et barbares, mais elles ont une harmonie avec la nature que nous, Européens, avons perdue. » Jean-Jacques Rousseau dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. L'effacement des empires africains sophistiqués qui a permis de nourrir ces clichés en Europe et que beaucoup ont encore actuellement plusieurs siècles plus tard. Ce cliché de la non-civilisation est en totale contradiction avec la réalité de certains royaumes africains très importants, très avancés de l'époque. Prenons quelques exemples.
le royaume du Mali, entre le 13e et le 15e siècle, par exemple. Même s'il a duré plus longtemps, mais on va parler de ses phases les plus importantes. Était l'un des empires les plus riches du monde, comme je le disais tout à l'heure, avec Mansa Moussa. Il y a eu d'autres royaumes, comme le royaume du Bénin, le royaume du Congo, donc qui englobait l'Angola, le Congo RDC, le Congo Brazza, un petit peu du Gabon, un petit peu du Cameroun, ou encore un autre qui était extrêmement bien structuré et sophistiqué, le Grand Zimbabwe. Tous ces royaumes-là témoignaient d'une grande sophistication architecturale, politique et artistique. Je vais vous donner un petit exemple. Les explorateurs européens, fascinés par la ville de Tombouctou, la décrivaient comme une légende ou une exception isolée dans l'Afrique, alors que cette ville était un centre intellectuel dans tout le monde entier, parce que beaucoup de personnes venaient étudier dans l'université de Tombouctou, dans les bibliothèques, etc., dans les institutions, si vous voulez. Je cite, « Il n'y a aucune nation en Europe qui ait de si grandes richesses ou qui puisse être comparée au royaume africain. » Et là, c'est de Léo Africanus. Je ne saurais pas te dire le nom, je te l'écris, c'est plus simple. Nous allons parler maintenant de l'ignorance des structures politiques africaines. Les explorateurs ibériques, pas spécialement juste ibériques, ne comprenaient pas souvent les systèmes politiques africains, notamment ceux qui n'étaient pas basés sur une monarchie centralisée comme en Europe, avec un roi, etc. Des sociétés comme les Zoulous, les Ashanti, les Mandingues, donc avec l'Empire du Mali, avaient des systèmes politiques complexes mais différents des monarchies européennes. Et pour les Européens de l'époque, la différence voulait dire une sous-civilisation. Je cite, « La plupart des explorateurs confondaient la diversité des systèmes politiques africains avec un manque d'organisation. » Essai de Basil Davidson dans The African Genius. L'influence de ces clichés sur la colonisation. L'idée que l'Afrique manquait de civilisation a été utilisée pour justifier la colonisation. Les puissances européennes ont souvent utilisé et présenté leur mission comme œuvre civilisatrice. Le concept du fardeau de l'homme blanc, popularisé par Rudyard Kipling, renvoyait à cette notion selon laquelle les Européens devaient apporter la lumière au peuple africain, considéré comme arriéré. Je cite, « C'est la mission sacrée de l'Occident d'apporter la civilisation à ceux qui n'en ont pas. » Rudyard Kipling, The White Man's Burden. La remise en question de ces stéréotypes par les historiens modernes. Des historiens et chercheurs comme Cheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo et j'en passe ont travaillé à réhabiliter l'histoire africaine. Ils ont montré que les peuples africains avaient développé des civilisations avancées avec des systèmes politiques, sociaux et économiques sophistiqués bien avant l'arrivée des Européens. Petite citation de Cheikh Anta Diop, « L'Afrique n'a pas attendu l'Europe pour entrer dans l'histoire, elle y est depuis des millénaires. » Les ouvrages comme Civilisation ou Barbarie, que j'ai par exemple, attendez, là, Civilisation ou Barbarie, ou ainsi que l'Afrique noire précoloniale, donc de Cheikh Anta Diop, ou encore, je peux en citer un autre, de Kalala Omotunde, l'Afrique impériale, apportent une contribution majeure dans la réhabilitation de l'histoire de l'Afrique, en particulier dans leur effort pour déconstruire les clichés et préjugés qui ont longtemps dominé la vision de l'Afrique, par en tout cas les Européens. Prenons par exemple Civilisation ou Barbarie, qui pour moi est peut-être l'œuvre la plus importante, donc ainsi que Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop, mais qui m'ont permis, moi, de pouvoir m'éveiller sur l'histoire qui est souvent racontée par les vainqueurs, mais pas par ceux qui ont été vaincus. Dans cet ouvrage, au-delà du fait de montrer, par exemple, que l'Égypte antique, dans ses fondements, dans ses balbutiements, était noire, et vient donc du cœur de l'Afrique, il montre comment les civilisations africaines ont été à l'avant-garde du progrès humain dans plusieurs domaines, que ce soit les sciences, l'art, la philosophie, etc. Même au niveau religieux. Il faut bien comprendre que ce livre combat la fausse dichotomie entre civilisation et barbarie, qui a souvent été utilisée pour marginaliser les peuples non européens. Diop y démontre, grâce à des analyses multidisciplinaires, comme l'histoire, l'anthropologie, la linguistique, etc., que l'Afrique a joué un rôle crucial dans le développement des civilisations humaines. Même s'il a été beaucoup critiqué, parce qu'il faut bien se rappeler que, par exemple, Civilisation ou Barbarie est sorti en 80, si je me souviens bien, Nation Nègre et Culture en 53 ou 54, et l'Afrique noire précoloniale, il est sorti, je crois, en 60. Donc c'est vraiment une période qui est très ancrée, encore une fois, dans ces clichés que nous avons eurocentrés sur l'Afrique et sur l'histoire en règle générale. Maintenant, passons à l'Afrique précoloniale noire, donc de Cheikh Anta Diop, encore comme je le disais, qui est sorti en 60 si je me souviens bien. Dans cet ouvrage, Diop met l'accent sur l'organisation sociale et politique et économique des sociétés africaines avant l'arrivée des Européens. Il montre que l'Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, a connu de grands empires, l'empire du Mali, de Songhai,
du Ghana, etc. Avec des systèmes, comme je le disais, politiques sophistiqués, des économies diversifiées et des cultures florissantes. Dans cet ouvrage, Diop insiste sur le fait que l'Afrique est loin d'être un espace immobile et a connu des dynamiques internes fortes et des échanges interrégionaux bien avant l'arrivée des Européens. Cet ouvrage remet donc en cause la vision réductrice d'une Afrique amorphe, figée dans une sorte de primitivisme. Parlons maintenant de l'ouvrage que je vous ai présenté tout à l'heure, L'Afrique impériale de Kalala Omotunde. Kalala, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme on pourrait dire un disciple de Cheikh Anta Diop. Donc il a repris un petit peu ses travaux en partant un petit peu de côté, mais en gardant toujours l'axe de Cheikh Anta Diop. Comme je le disais, il poursuit en mettant en avant les civilisations précoloniales africaines. Et j'oubliais impériale, c'est important de le dire. Son livre reprend un petit peu, on va dire, ce que je vous ai dit dans l'Afrique précoloniale. C'est-à-dire qu'il va s'appuyer et vraiment confirmer ce qui s'est passé avec l'Empire Songhai, l'Empire du Mali, du Ghana, Congo et j'en passe. Et il va parler aussi de royaumes un peu moins connus, comme par exemple le royaume de l'Afrique du Sud-Ouest qui s'appelle le Monomotapa. Et chose qui est intéressante, c'est que dans cet ouvrage, que je vous montre encore une fois juste ici, là, il va mettre en évidence la résistance des royaumes et des empires africains face aux invasions et aux colonisations européennes, soulignant ainsi leur importance dans l'histoire mondiale. J'aurais pu revenir sur comment ces ouvrages ont été perçus par le consensus des historiens et des scientifiques européens, mais ce serait beaucoup trop long. Il y a eu énormément de critiques, que ce soit Cheikh Anta Diop, Kalala Omotunde, ou même aussi le disciple direct de Cheikh Anta Diop qui s'appelle Théophile Obenga, qui a fait des œuvres incroyables pour moi. Mais finalement, quand on regarde bien, ils ont été discrédités, mais de plus en plus reconnus au fur et à mesure des dizaines d'années comme des contributions majeures dans l'histoire mondiale. Et moi, c'est pourquoi je les ai extrêmement appréciés, que je les recommande à tous, parce qu'ils ont permis de pouvoir déconstruire les visions eurocentriques et de replacer l'Afrique dans l'histoire du monde à sa juste place et en corrélation avec tous les autres continents. Des stéréotypes qui perdurent jusqu'à maintenant, comme je vous le disais. Moi, il y a des personnes à qui je parle de l'Afrique précoloniale, donc avant l'arrivée des Européens, qui me disent « Oui, mais les Africains de l'époque, ils se baladaient avec un os dans le nez, ils n'avaient pas de vêtements et le seul truc qu'ils voulaient, c'était manger et chasser. » Je me dis « Mais où est-ce que vous avez trouvé ça ?» Et la plupart des personnes me disent que c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qu'on nous dit. Donc ça veut dire que sans faire de recherche en dehors des institutions qu'on a en France, même dans l'Europe je pense, on a forcément ces clichés parce que ce sont des clichés qui sont venus à partir du 15e siècle avec les premières explorations ibériques et qui ont continué. Ça veut dire que depuis 600 ans, ces clichés ont perduré et les gens actuels y croient encore. C'est pourquoi je vous dis, il est important de déconstruire ces clichés et ces préjugés sur l'Afrique précoloniale pour mieux comprendre la richesse des cultures. Parce que comme je l'ai cité tout à l'heure, John Thornton, donc le redis encore une fois, disait « Les Européens ont souvent confondu la complexité des civilisations africaines avec ce qu'ils percevaient comme une absence d'organisation politique ou religieuse similaire à celle qu'ils connaissaient. » Et c'est vrai, à partir du moment où c'était quelque chose qui était différent de ce que nous connaissions en Europe, et pour nous, c'était de la non-civilisation. Et en plus, derrière, ça a permis, avec un esprit un petit peu cupide, de pouvoir faire la traite négrière, l'esclavage, etc. Pour finir sur cette conclusion, je vais citer encore quelque chose. Les stéréotypes du passé continuent d'influencer notre regard sur l'Afrique aujourd'hui. Il est crucial de les déconstruire pour reconnaître la diversité et la complexité des civilisations africaines. Et donc, c'est de Valentin Mudjimbe, The Invention of Africa. En tout cas, voilà, pour moi, il était primordial de pouvoir vous faire cette vidéo et de vous montrer la distorsion qu'il y a entre la réalité des sociétés africaines précoloniales et la réalité des récits que nous avons eus en Europe. En tout cas, la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'était une vidéo assez longue, assez complexe et complète, mais en tout cas, j'espère avoir été le plus complet possible. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là, comme je l'ai dit, essayez d'être le plus, on va dire, cordial dans les commentaires, de m'exposer, donc bien évidemment, vos avis, parce que ce qui est normal, on peut ne pas avoir les mêmes avis. Maintenant, j'essaye de partir du principe où l'histoire, c'est quelque chose qui est neutre et donc les faits sont les faits. Donc après, on ne peut pas remettre en question les faits, on peut remettre les idées, mais pas les faits. En tout cas, j'espère, team, que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres concepts, d'autres idées, d'autres histoires que vous voulez que je traite dans cette vidéo, dans cette série Il Fut. Mais en tout cas, c'était ton boy Jimmy. Peace!